tozote na mboka oyo. Fulu na Kinshasa tuzana poso ya fulu na Kinshasa ilongwa. Linyiki neza kini propre. Opération de Evila. Ce n'est pas normal. Ya cool. Ndabani banano nati bami bandoki. Bonjour très chers compatriotes, congolais et congolaises, tous que nous suivez partout dans le monde à travers ce magazine carmelmedia.info. La RDC aujourd'hui est dans l'impasse. Donc nous sommes bloqués dans une situation à laquelle nous ne savons pas qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne va pas. Mais nous avons un analyste aujourd'hui, un analyste politique, qui répond au nom de M. Gabriel Tabukoul. Bonjour M. Gabriel. Bonjour M. Daniel. Monsieur Gabriel, aujourd'hui vous êtes analyste politique. La RDC est dans l'impasse. Pouvez-vous nous décrire un peu sur l'invalidation du député? Pour vous, c'est la Cour constitutionnelle a raison ou c'est la CENI qui a fait mal le travail? Non, vous savez, dans pareille situation, il faut éviter de voir les choses de la manière dont vous les présentez là. Excusez-moi monsieur Daniel, mais je crois que c'est pas juste de voir les choses si elles sont justes ou pas justes. Non, c'est ici il faut voir les choses avec un œil beaucoup plus averti. Il faut avoir une appréciation beaucoup plus large de choses. Le dossier il est d'actualité. On parle aujourd'hui des invalidés qui posent de sérieux problèmes et qui a tendance aussi à discréditer notre justice. Le problème il est réel. Il est réel. Nous avons vu des députés qui avaient obtenu des dizaines de milliers de voix être invalidés au profit de gens qui n'avaient obtenu, d'après la CENI, qu'une centaine de voix. Donc ça pose de réels problèmes. Alors, si vous me posez la question, c'est vrai ou pas vrai, je ne sais pas comment vous répondre, mais c'est que moi je crois, je crois que la Cour suprême a reconnu, tant soit peu, que la procédure n'avait pas été aussi nickel que ça. Et c'est comme ça qu'elle a initié une cour spéciale pour essayer de revoir le cas de ceux qui se sont lésés, particulièrement ceux de l'opposition. Ça sera revu toujours dans la logique du droit. C'est le plus important ici, il est impérieux de pouvoir rendre la justice pour le peuple, hein, que les arrêts de la Cour ne soient pas des arrêts qui offensent. Qui offense et qui soit injuste. La justice, je crois, doit être juste. La justice, c'est un maillon fort dans une république qui permet le développement d'un État. Donc si déjà dans ces secteurs ça pose problème, je crois que ça n'aidera pas ce pays à aller de l'avant. Donc je crois qu'il y a des choses à faire, il y a du travail à faire. Le nouveau président qui a été voté par la population, c'est l'un des chantiers aussi dans lequel le peuple congolais de manière générale et nous-mêmes particulièrement nous l'attendons. Que le président de la République arrive finalement à mettre en place son projet dans ces secteurs de la vie. Je crois que c'est important. Mais sinon, pour tous ceux qui ont été invalidés, les travaux en cours, ce n'est pas fini. Voilà. Bon, si aujourd'hui la Cour rend ses arrêts, ce dernier cas de la date qui a été limitée rendue publique avant-hier la nuit, donc vous direz que la CENI a mal fait son travail? Reprenez la question s'il vous plaît. La question est celle-ci. Si aujourd'hui la Cour a rendu ses arrêts et qu'elle a bien fait son travail, à ses propos nous dirons que la CENI a mal fait son travail, parce qu'il y a eu plus de 30 députés qui ont été invalidés. Exactement. Non, c'est de fait, il se pose une contradiction.
C'est normal. Donc, on est en droit de pouvoir s'interroger sur ce qui est en train de se passer entre les résultats de la CENI et d'autre part les résultats de la Cour suprême. Vous comprenez? Est-ce que la CENI aurait mal fait son travail et que la Cour suprême aurait bien fait son travail au point de mettre en lumière les insuffisances de la CENI? Ça, on ne sait le dire. Mais une chose est certaine, c'est que nous avons tous été aux élections. Vous comprenez? Moi, en tant que militant d'un parti politique, on a été aux élections et les résultats qu'avait publié la CENI et les résultats, les arrêts rendus par la Cour suprême, je crois s'il faut donner à l'une ou l'autre structure raison, je crois que la CENI approche plus ou moins de la vérité, plus ou moins des faits qui avaient été constatés lors des élections. On a tous été quelquefois dans le bureau de vote, on a vu le résultat provisoire, à quoi ça ressemblait. Ça veut dire, on citera le nom de personnes ici, mais je crois que de façon globale, les résultats que la CENI avait publiés ressemblent plus ou moins à la réalité que nous avons, nous, expérimentée dans les différents centres de vote. Mais par rapport à l'ordonnance présidentielle du nommement de mandataires politiques, par rapport à vous, étant qu'analyste politique, à ces propos, vous pouvez dire quoi? Le président de la République a nommé les mandataires politiques. Il y a eu des sondages au sein du Parlement. Il y a eu l'honorable Henri Thomas Lokondo qui a dit c'est grave parce que c'est la première fois depuis l'histoire de notre pays que de telles ordonnances a eu lieu. Par rapport à vous, étant qu'analyste politique, vous pouvez dire quoi ces propos? Bon, écoutez, chacun y va de son interprétation. Voyez-vous, selon qu'on est de la mouvance présidentielle ou selon qu'on est peut-être d'une certaine opposition ou selon qu'on est analyste indépendant. Se référant essentiellement à la Constitution, à des interprétations particulières. Donc ce sont ceux qui écrivent ces lois qui arrivent à faire des interprétations de ces lois. C'est vrai, au niveau de l'Assemblée, ça a été décrié, les uns estimaient qu'il y avait inconstitutionnalité. Je suivis, moi, le camp du président, notamment Cash, le camp du président de la République, qui, toujours en interprétant la même constitution, a estimé qu'il n'y avait pas de violation de constitution. Voyez-vous? Et l'État étant le garant de la nation. Non, je n'entre pas dans ce type de considérations. Ça va nous plonger dans d'autres considérations. Ça veut dire ça doit faire appel à autre tout ce qui est essentiel pour vous, comme pour moi, c'est que les choses marchent bien. Vous comprenez? On ne va pas s'arrêter sur l'inconstitutionnalité. C'est vrai que c'est fondamental. On ne va pas tourner la page sur ça. Mais moi, je considère aujourd'hui que dans le cas du président de la République, à partir du moment où la remarque a été faite, et au fond d'eux-mêmes, s'ils estiment que la remarque est fondée, la remarque faite notamment par les députés, comme vous le dites, s'ils estiment que la remarque est fondée et qu'ils se corrigent, c'est une institution, on va dire c'est la première institution de ce pays, le président de la République. Donc on est dans l'obligation, lorsqu'on l'entoure, lorsqu'on l'accompagne, on doit l'accompagner qualitativement. Il ne suffit pas d'avoir simplement un poste autour du président de la République, mais il faudrait que l'accompagnement soit un accompagnement de qualité. Ça, c'est un impératif aussi. Et à côté de ça, j'estime aussi qu'en tant que citoyen, si le président de la République qui a été élu de façon majoritaire dans mon pays, s'il estime que pour appliquer son projet de société qui devrait par ordonnance nommer comme il l'a fait, et que ça pourrait améliorer les choses, ça pourrait avancer le pays
Bon, nous lui faisons confiance, il est dans son mandat, qu'il exerce son mandat et moi je l'attends plutôt sur un autre terrain. Je voudrais le juger sur les résultats. Hein? Des détails, c'est vrai que le résultat doit être consécutif à une procédure et cette procédure doit respecter la loi. S'il a violé cette fois-ci, si les uns estiment qu'il aurait violé la Constitution, eh bien, on va dire, prenons notre mal en patience. Si ce viol peut conduire à quelque chose de bien, à quelque chose de positif, je crois que c'est la population congolaise dans son ensemble qui en sera bénéficiaire. Donc, ne nous lamentons pas aussi vite. Parce que le problème aussi avec nos politiciens congolais, on se lamente pour rien. On veut trouver la petite bête partout. Partout. En tout temps, à tout moment. C'est pas toujours intéressant. Attendons voir. À propos de la coalition entre l'FCC et Cash, il y a toujours eu des négociations. Les négociations ne sont pas encore abouties à une certaine mesure. Mais on ne comprend pas bien. Il y a une méfiance entre l'FCC et Cash. Par rapport, étant qu'analyste politique, vous pouvez dire quoi sur ça? Bon, moi j'ai fait vraiment une analyse beaucoup plus approfondie que ça. Par rapport au fait que, vous savez, on parle de deux composantes qui étaient, il y a peu, diamétralement opposées. Le FCC qui est une giga-structure qui englobe en son sein plusieurs regroupements politiques, dont la plupart des partis qui sont dans ce regroupement étaient pratiquement tous dans ce que nous avions appelé la majorité présidentielle, c'est-à-dire ils ont eu à travailler avec le président sortant, l'honorable sénateur, Joseph Kabila. On va dire tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans le FCC étaient de ce camp-là. Et vous avez de l'autre camp tous ceux qui étaient opposés au camp actuel FCC. Et 6 mois après, ils se retrouvent dans une coalition. Croyez-moi, ce ne sont pas des mécaniques, ce ne sont pas des machines. Ça prendra le temps que ça prendra, mais la mayonnaise va prendre. C'est normal qu'il y ait tergiversation, qu'il y ait une méfiance. Tout ce que vous constatez là, c'est le fruit d'une méfiance. Et aujourd'hui, l'UDPS est la base de vandalisme partout. L'UDPS aujourd'hui crée des troubles. Oui. Il y a des partis qui sont aujourd'hui victimes de ces troubles. Et par rapport à vous, étant analyste, vous pouvez dire quoi à ces propos? Non, vous avez le pouvoir, oui. Vous créez des troubles. Non, il y a un problème de fond. Ne nous voilons pas la face. Hein? Apprenons à nous dire les choses telles qu'elles sont. Il y a un problème de fond. J'estime que la coalition, ça c'est vraiment une analyse personnelle qui n'engage que moi. La coalition dont nous parlons a été une coalition qui a été entreprise par le sommet. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, au niveau de l'UDPS, on nous parle souvent de la pyramide inversée. Mais je crois que cette fois-ci, pour la coalition, ça n'a pas été le cas. On n'a pas inversé la pyramide pour aller contracter justement cette coalition avec le FCC. Ça a été fait par les dirigeants. Et le problème qui se pose actuellement, c'est que vous avez cette base qui ne se retrouve pas dans cette coalition. C'est normal. Parce qu'il faut un temps pour que le sommet arrive à faire comprendre à la base le bien fondé justement de cette coalition. La base, la masse ne réfléchit pas. La masse, elle est aussi lente à comprendre. Donc, elle prendra le temps qu'il faudra pour comprendre, elle comprendra. Nous allons, aujourd'hui, nous décrions tous les forfaits que, c'est pas, quand vous parlez de l'UDPS, il ne faut pas non plus généraliser. C'est une tranche de militants de l'UDPS qui s'élancent dans ce genre d'activité. Nous déplorons, comme les déplorent aussi la plupart des dirigeants au niveau de l'UDPS. Mais nous croyons que le travail doit être fait
au niveau de l'UDPS, particulièrement par les autorités de l'UDPS, qui, eux, comprennent la vision. Ils orientent le parti. Il est important que ceux qui ont à décider sur l'orientation du parti sachent quoi dire à leur masse, à leur population, à leurs militants. C'est par rapport à ça simplement que la base, entre guillemets, pourra accompagner l'autorité, donc les dirigeants dans leur vision. Et malgré les actes qui s'est fait, si aujourd'hui, parce qu'il y a le secrétaire général Jean-Marc Kabut qui a confirmé que la coalition restera toujours, est-ce que par rapport aux actes qui s'est fait, est-ce que vous pouvez voir que la coalition va aboutir quelque chose de bien? Non, il est impérieux à cette étape de notre discussion, de notre petite discussion, de pouvoir élever un fait que je considère moi comme étant important. Vous savez, c'est toujours un petit groupe qui impulse, qui montre la voie, qui voit les choses avant tout le monde. Vous comprenez? Il fallait pas s'imaginer déjà jadis que la coalition allait être quelque chose de compris au même moment et par tout le monde, particulièrement au niveau de l'UDPS. Et les dégâts qui sont posés. On va parler des dégâts après. L'UDPS est un parti qui était habitué à marcher seul, qui a passé plus de 32 ans dans l'opposition. Donc comprenez que dans une coalition, et dans une coalition qui a la nature de la coalition dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qu'il se montre assez méfiant. Particulièrement les militants lambda, qui ne siègent pas forcément dans le réunion des cadres, à qui l'on ne tient pas forcément au courant de ce qui s'est dit réellement. Donc il faut du temps. Accordons-leur ce temps-là. Ça va venir. Moi, je crois que si les autorités de l'UDPS s'investissent dans la communication, je crois que dans l'UDPS, il y a des militants extrêmement intelligents. Ils pourront comprendre et accompagner leurs autorités dans leur nouvelle vision. Les dégâts, écoutez, il y a un gouvernement, nous avons un gouvernement responsable. Vous parlez de ces dégâts sous la présidence de M. Fachi, mais on a connu le même dégât sous la présidence de M. Joseph Kabila. C'est des faits qui est arrivé, mais écoutez, il y a une justice qui existe dans ce pays. Je crois que à partir de ce moment, la justice doit pouvoir faire son travail. Le gouvernement doit pouvoir accompagner les instances judiciaires de notre pays pour que justice soit faite pour ceux qui ont été lésés. Et croyez-vous qu'il y a eu des partis sièges et des partis politiques ou des plateformes qui sont allés à la justice pour remettre leurs ordonnances, pour remettre leur cas? C'est la procédure normale à suivre dans un état de droit. C'est la procédure normale à suivre dans un état de droit. Moi, j'apprends de vous simplement que ceux qui ont commis ces forfaits sont de l'UDPS. Il n'y a aucun fait, il n'y a aucune preuve. Parce qu'on n'a arrêté personne se présentant comme étant militant de l'UDPS et qui a commis ces forfaits. Donc, on est encore dans les présomptions. Seule la justice établira que des faits X ont été commis par des militants de tel parti. À partir du moment où ce n'est pas fait, ce n'est pas établi, donc on est dans les spéculations. Je t'ai dit, moi j'ai été victime de ça, de façon indirecte ou directe, au niveau de mon parti politique. Mais croyez-moi, on n'a pas pu mettre la main sur les délinquants qui sont venus poser ce genre d'actes au niveau de mon parti. On n'a pas pu mettre la main sur eux, comme nous n'avons pas pu mettre la main sur ce genre-là. Une chose est certaine, c'est que nous avons tous vu un groupe de gens venir caillasser les sièges de partis politiques, et même certains ont eu le malheur d'être incendiés comme nous
nous avions été victimes il y a de cela quelques années, ben, il faudrait que la justice établisse les responsabilités. C'est ça le travail d'une justice qui se respecte. Elle doit établir les responsabilités. Donc, c'est à la justice de nous dire que de tels forfaits ont été commis par telle personne et voilà la sanction. Et prévoir un dédommagement aussi éventuel pour ceux qui ont été lésés. La RDC dans un impasse. On ne sait pas. Le gouvernement viendra à quel moment. Le gouvernement va sortir à quel moment. Et tant qu'analyste politique, comment il faut ces propos? Bon, c'est une impasse, c'est vrai, mais c'est une impasse qui en vaut la peine. Voyez-vous, ça en vaut la peine. Je vous ai dit précédemment, on est dans un climat de méfiance, de gens qui n'avaient jamais travaillé ensemble, qui n'avaient jamais collaboré, mais à qui la nécessité, la nécessité leur impose aujourd'hui de pouvoir travailler ensemble. Ça veut dire ce climat de suspicion, de méfiance règne encore. Vous comprenez? Et ça va prendre un petit temps, c'est vrai. Le plus important pour la population congolaise, et je crois que c'est peut-être le souci qui caractérise l'actuel président de la République, c'est de faire un travail de qualité et non un travail bâclé pour faire plaisir, parce qu'un gouvernement doit simplement sortir et que bon, on prend n'importe qui, on le place n'importe où. Je crois que le souci aujourd'hui du président de la République se situe à ce niveau-là, mais il a ses exigences aussi. Il veut travailler avec un profil de gens bien défini. Il est en droit de pouvoir exiger de la part de ses partenaires un profil bien atypique, bien défini, de gens que lui voudrait voir à ses côtés et avec qui il pourrait, on va dire, accomplir son projet de société. Et étant qu'analyste politique, je rappelle que nous sommes ici avec M. Gabriel. Monsieur Gabriel, pourriez-vous nous dire les propos qui ont été dit par l'honorable Charles Maouéji à propos du président de la République? Vous savez, je peux estimer au point où nous en sommes aujourd'hui que ça serait inopportun. Excusez-moi vraiment, mais je ne vois pas l'opportunité qu'il y a de pouvoir revenir sur des faits dont les responsables lui-même, on va dire, a présenté ses excuses en public. Ça ne vaut pas la peine de revenir dessus. Mais aujourd'hui, beaucoup de députés nationaux réclament que le PPRD veulent prendre la partie du lion. Donc, il y a plusieurs plateformes politiques, notamment que nous connaissons, réclament des postes ministériels. Que nous savons très bien qu'il y a l'AFDC et l'AA aussi qui est parmi ces plateformes qui réclament les regroupements politiques qui réclament des postes ministériels. Et que le PPRD exige toujours que ça soit eux. Pour vous, étant qu'analyste politique, vous dites quoi ces propos? En tant qu'analyste politique, je vais faire une analyse froide et objective. Le PPRD est dans son droit de vouloir s'accaparer de tous les postes existants. S'il le pouvait. Il est... du FCC. Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît, et vos apaisements. Il est dans son droit de pouvoir s'accaparer de tous les postes. Il est aussi de la responsabilité des collaborateurs du FCC, du PPRD, de pouvoir lui empêcher de s'emparer de tout le poste existant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on est dans une logique politique où personne ne fait des cadeaux à qui que ce soit. Le PPRD ne fait des cadeaux à personne. Vous comprenez? Le PPRD fait fi, on va dire, contractuel, fait avec ses collaborateurs, parce que nous sommes dans une forme de collaboration entre le PPRD et ses alliés. Nous sommes, au fait, je parle des alliés, essayez d'étendre la compréhension du mot allié.
c'est pas allié en sens, en termes de... Nous sommes partenaires, nous avons été partenaires aux élections présidentielles. Nous avons concouru pour le même objectif. Et l'objectif, nous sommes encore partenaires parce que nous faisons partie du FCC. Nous sommes, nous aussi, en droit de pouvoir exiger ce que nous estimons comme étant notre dû, ce qui doit nous revenir le plein droit. Vous comprenez? C'est ça le but, c'est ça l'objectif. Que le PPRD veuille prendre le tout. On ne viendra jamais avec une chicotte leur dire, écoutez, si vous osez faire ça, on va vous chicoter. Mais nous allons prendre des dispositions propres à nous, considérons des dispositions qui nous donnent la possibilité de pouvoir garantir nos intérêts les plus légitimes. Vous comprenez? Nous allons prendre nos dispositions. Vous me parlez de mon regroupement AA-A. Vous parlez de l'AFDC. Vous suivez l'actualité politique dans notre pays. Chacun y va avec sa méthodologie. Dans certains regroupements, ils y vont par la manière forte, par la pression, certains même par le chantage. Chacun y va par sa stratégie pour prendre ce qui lui revient le plein droit. Vous comprenez? Donc, personne ne fait des cadeaux à qui que ce soit. Nous avons été dans une lutte et nous sommes en droit d'exiger que chacun soit rémunéré, soit récompensé au prorata des efforts fournis. C'est de ça dont nous parlons. Alors, dans cette logique, ça exige une certaine élégance de la part des partenaires. S'ils estiment qu'ils sont, eux, en droit de pouvoir s'accaparer de tous les postes, nous aussi, nous sommes en droit de pouvoir exiger. Non. Le PPRD, première force de l'FCC, vous croyez à cela? Non, il ne suffit pas de croire, c'est un fait. Oui. Aujourd'hui, le PPRD a dit et a déclaré, en 2006, nous avons gagné les élections seuls. Et si aujourd'hui nous sommes prêts à prendre la part d'union, ça ne dépend ni du AA-A, ni de l'AFDC, ni d'aucun autre règlement politique. Et tant qu'analyse politique, ces propos, vous pourrez dire quoi, c'est là? Non, je ne sais pas, je ne connais pas la personne qui a tenu ce genre de propos, mais si ce propos venait à sortir de la bouche d'un responsable de ce parti partenaire, moi, ça m'étonnerait. Hein, ce n'est pas la logique qu'on est censé avoir lorsqu'on est dans une logique de partenariat, dans une logique d'association. Je peux considérer ce discours comme étant irresponsable et irréfléchi. Hein? Je crois que le PPRD, si vous me dites qu'ils sont à même de faire cavalier seul, eh bien, on va voir lors du prochain processus électoral. Et si vraiment c'est ce qu'ils prétendent est vrai, on va voir ce que ça pourra donner. Mais je doute fort que de tels propos soient tenus par un responsable du PPRD. Moi, je crois plutôt le PPRD fait monter simplement les enchères. Ils ont le pouvoir, ils ont placé des gens déjà au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement central. Le Premier ministre, notamment, il est issu du PPRD. Ça n'augure rien de bon, déjà. Ça n'augure rien de bon. Politique qui réclame l'institution nationale. Ça n'augure rien de bon. Je crois simplement que avec la pression faite par les collaborateurs, pas les collaborateurs, excusez-moi, mais les autres regroupements, les autres forces membres du FCC, je crois que ça interpelle aussi l'instance, l'autorité morale, notamment s'il faut parler comme ça, l'autorité morale du FCC. Il doit pouvoir jouer à l'équilibrisme s'il veut voir cette structure se raffermir et persister. Cette structure dépend aujourd'hui de la manière dont l'autorité morale du FCC
va la gérer dans les semaines, mois à venir. Ça va dépendre de ça. Vraiment un grand merci à vous tous que vous avez suivi, nos téléspectateurs de Internet, que vous avez suivi partout dans le monde. Nous vous rappelons que nous sommes également avec M. Gabriel Daboukou, qui est analyste politique et membre au sein d'un regroupement politique qui nous a un peu relaté les effets des tensions qui s'est fait et dans l'impasse pour laquelle notre pays est en train de traverser. Pour terminer, messieurs, quels sont vos derniers mots au mot de la fin pour terminer? Le mot de la fin, ça sera juste un mot. La fin pour cette émission, peut-être. Moi je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez. Déjà, je veux vous remercier, Monsieur Daniel, d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité dans votre émission. Comme mot, j'aurai un mot plutôt, moi, d'encouragement à adresser à la population congolaise qui aura l'opportunité de suivre cette émission. Je crois que le meilleur est devant nous. Mais ce meilleur-là, nous sommes dans l'obligation de pouvoir le construire ensemble. Les meilleurs, ils ne tombent pas du ciel. C'est-à-dire la seule félicité que l'Éternel a créée sur cette terre, c'est les jardins d'Éden. Et il a fait disparaître aussitôt créé. Donc, le paradis, nous les créons. Ou soit nous ne les créons pas. Ce pays a le potentiel pour devenir un paradis. Il y va de notre responsabilité en tant qu'occupants de ce pays de pouvoir créer les conditions qu'il faut pour vivre de la manière qu'il faut dans un pays aussi beau que le nôtre. Merci beaucoup. Merci. Vraiment un grand merci à tout le monde qui nous suit partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons un peu analysé sur l'état où nous avons un peu fait l'autocritique sur le fonctionnement de notre pays. Vraiment, nous sommes là et nous le déclarons avec vivacité que notre pays sera toujours et restera toujours. Merci, je vous remercie. À la prochaine.